J'avais publié la semaine dernière une petite vidéo sur le marché immobilier de manière globale et sur l'incompréhension qui peut exister entre les vendeurs et les acquéreurs. La vidéo est située juste ici. Et donc j'avais promis bien évidemment que je ferais des réponses par rapport aux commentaires que je trouvais pertinents. J'en ai donc sélectionné quelques-uns pour vous. Tout d'abord, on a un message de Greg, qui est un habitué de la chaîne et qui commente régulièrement, et qui nous dit « Bonjour, je lis tous les médias qui apportent de nouvelles informations sur le marché immobilier. Je constate que les retours ne sont pas les mêmes. Certains médias mettent en avant la baisse de l'immobilier et d'autres la hausse ou le maintien des prix. Je suis convaincu que certains médias ne souhaitent pas faire entendre que l'immobilier est en train de revenir dans un état normal. Cela n'aide pas les vendeurs à baisser les prix, ces derniers ne lisent seulement ce qu'ils veulent entendre et c'est humain. En résumé, je pense que les médias sont d'une grande partie responsables du blocage de l'immobilier. » Et cette remarque est vraiment importante. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'immobilier commence à être dans toutes les bouches, dans toutes les têtes, et c'est un sujet qui fait cliquer, qui a toujours fait cliquer en France et qui est empreint d'une grande force émotionnelle. Évidemment que pour les vendeurs, n'ont pas envie de voir leur prix de leur maison baisser, donc évidemment qu'ils vont choisir de l'information qui va dans leur sens, et les acquéreurs qui veulent devenir propriétaires ont tout intérêt à voir justement l'immobilier un petit peu tomber. En réalité, est-ce que les médias ont un vrai impact par rapport au prix en eux-mêmes? Je pense que de toute façon, on est sur un marché qui est tangible et donc du coup, la réalité fatalement nous rattrape. Donc est-ce que pour moi les médias ont un vrai impact sur le marché de l'immobilier? Honnêtement, moi je pense pas. Disons qu'ils ont un petit effet amplificateur mais vraiment très mesuré et de toute façon, c'est pas forcément l'avis de médias non spécialisés qui vont avoir un vrai impact sur le marché immobilier, d'autant plus que vraiment on parle pas d'un marché immobilier mais des marchés immobiliers. Donc est-ce que si un journal parisien explique que le marché est en hausse dans le 16e arrondissement, ça va avoir un impact sur le marché de Strasbourg qui est peut-être en baisse? Honnêtement, ça n'a aucun impact. Donc pour moi, non, les médias n'y sont pas pour grand chose, mais ils peuvent un petit peu amplifier des phénomènes peut-être au niveau local. On avait un autre commentaire de Sophie Lefebvre qui soulevait une question qui était plutôt importante et qui écrit « Et qu'en est-il des biens classés avec un DPE A ou B ?» Et c'est vrai qu'on a aussi ce phénomène qui entre en ligne de compte depuis maintenant plusieurs années. Je tiens à rappeler que le nouveau DPE date de juillet 2021, qu'il a été un petit peu changé début 2022, mais qui a un gros impact pour les investisseurs notamment, puisque c'est grâce à ce DPE qu'on va pouvoir avoir du logement décent ou indécent, c'est-à-dire qu'effectivement on a un calendrier qui est préparé et qui va donc sortir du marché tout plein de logements. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus et effectivement le DPE est quelque chose de très politique. Maintenant, en ce qui concerne les logements classés A ou B, en général, les logements avec cette classe, ça veut dire qu'ils ont des normes énergétiques qui sont vraiment excellentes. Et donc, si on doit prendre la décote de manière globale, évidemment que ces logements-là vont subir des décotes, s'il y a des cotes, beaucoup moins fortes. D'ailleurs, c'est ce qui est vraiment recherché et ça fait partie maintenant des critères principaux pour les acquéreurs. Les acquéreurs sont prêts à mettre plus cher pour avoir un bien qui est correctement isolé et qui a des sources d'énergie propre. Autant il y a de ça encore 5-6 ans, personne n'y faisait spécialement attention. Aujourd'hui, ce document est devenu très important pour les acquéreurs, en dehors même des investisseurs immobiliers. Même pour de la résidence principale, aujourd'hui, personne n'a spécialement envie d'aller dépenser de grosses sommes d'argent, effectivement, sur de l'électricité qui ne fait qu'augmenter, sur du gaz qui ne fait qu'augmenter, et même le pellet. J'en sais quelque chose parce que moi je me chauffe avec ça. Bah, évidemment qu'on va vouloir bien isoler parce que le pellet peut monter à 800 € la tonne, comme on l'a vu l'année dernière. Donc on a, même je dirais l'inverse, on a une hausse des prix, notamment sur mon secteur. Je parle du secteur franc-comtois parce que évidemment c'est là que j'habite. Donc sur les logements qui sont classés A et B, non seulement ça ne baisse pas, mais ça a même une petite tendance à augmenter. Donc les logements neufs effectivement arriveront certainement à conserver de la valeur, mais s'il y a une décote vraiment massive de manière globale parce que tout simplement les taux sont à 6% et parce que l'épargne des gens a été siphonnée, alors à ce compte-là, de toute façon, qu'on soit en A, B, C, D, E, F, peu importe, si le marché décote vraiment très violemment, il décotera très violemment. C'est juste que les logements A et B décoteront moins fort. Mais en l'état actuel, sur mon secteur, ne vous énervez pas dans les commentaires, ce n'est pas le cas. Et je dirais même qu'on a plutôt une tendance haussière. On avait aussi eu un commentaire de MRO qui nous dit 15 jours, 3 visites, offre au prix. Les clients qui payent cash, marché local plus 18% en 2 ans, ça ne baisse pas. Évidemment, ce ne sont pas des primo-accédants, évitez de généraliser, dire n'importe quoi aux acquéreurs, de les faire rêver à des baisses de prix imaginaires, ne pas confondre baisse de nombre de transactions et baisse de prix. Ils devront s'adapter, égale acheter moins grand ou pas du tout. Alors évidemment, ce qu'il y a de génial avec l'immobilier, c'est qu'aucun bien n'est strictement identique à l'autre. On n'est pas en bourse et je le vois beaucoup dans mes commentaires où on compare l'immobilier et la bourse. C'est pas du tout les mêmes mécaniques. Évidemment qu'il y a des facteurs psychologiques, mais sachez qu'une action de LVMH est équivalente à une autre action de LVMH. Une maison dans un quartier n'est pas équivalente à une autre maison dans un... Donc c'est toujours compliqué de faire du macroéconomique en immobilier et évidemment que lorsque moi je dis qu'on a une baisse
globale des prix de l'immobilier, évidemment que n'importe qui peut me trouver des contre-exemples. Et je vais même aller plus loin. Moi aussi, je peux trouver des contre-exemples à mes exemples. Évidemment que moi, cette année, j'ai fait des ventes au prix. Et évidemment que j'ai réussi, moi aussi, à faire des visites qui ont matché directement. Mais de manière globale, et notamment sur mon secteur, je remarque quand même, on a plus de difficultés à vendre et que les décotes sont quand même plus fréquentes. Idem, on a des dossiers qui ont claqué, ce qui était quand même plutôt rare, surtout sur mon secteur dans le Haut-Doubs. Mais la Franche-Comté ne se limite pas au Haut-Doubs, et évidemment que je connais d'autres marchés en Franche-Comté. Et même sur ces marchés qui ont beaucoup plus décroché, je pense notamment à Belfort ou à Vesoul, on a encore des biens qui partent au prix en claquant des doigts avec de visites. Donc la seule personne qui généralise dans ce commentaire, c'est celui qui l'a posté en l'occurrence. Est-ce que je dis n'importe quoi en les faisant rêver? Pas du tout. Je donne juste mon ressenti sur mon secteur. Évidemment qu'il y a des contre-exemples systématiquement. Et ne pas confondre nombre de transactions et baisse de prix. En général, lorsqu'on a une baisse du nombre de transactions, c'est tôt ou tard suivi par une baisse des prix. Pas sur tous les secteurs, pas sur tous les types de biens, évidemment, mais de manière générale, on va avoir une baisse de prix. Si, on va en avoir. Mais félicitations, MRO, si vous avez pu vendre en 15 jours avec 3 visites et une offre au prix. Félicitations. C'est que vous avez été suffisamment stratège. Mais m'accuser de généraliser est une erreur et d'ailleurs je pourrais même vous renvoyer la critique que je ne vais pas faire bien évidemment. Et ensuite la dernière phrase, je trouve est la plus intéressante dans tout ce commentaire. Ils devront s'adapter, égal, acheter moins grand ou pas du tout. Eh bien à cette supposition, je vous le dis directement, les acquéreurs ont fait le choix entre acheter moins grand ou pas du tout. Pour l'instant, ils ont choisi pas du tout. Et c'est aussi ça qui fait qu'il y a vraiment une baisse du nombre de transactions. Parce que tout simplement, il y a une perte de solvabilité et que pour beaucoup d'acquéreurs qui avaient des budgets il y a un an pour acheter une maison avec par exemple une chambre en plus et qu'on leur explique aujourd'hui qu'ils devront acheter avec une chambre en moins, sachant que peut-être cette famille attend un enfant en plus, eh bien entre choisir de ne pas acheter ou acheter avec une chambre en moins, eh bien c'est pas compliqué, ils choisiront de ne pas acheter du tout. Dans 80% des cas, c'est ce qui se passe. Et c'est aussi ça qui justifie la baisse du nombre de transactions. Mais si vraiment il n'y a plus rien qui se vend, évidemment que les vendeurs vont devoir s'adapter et donc faire baisser un petit peu les. Ceci explique cela. Donc MRO, merci d'arrêter de généraliser. J'ai choisi d'autres commentaires que je trouvais intéressants, celui de Mehdi Benamou qui nous dit « Ça fait plus de 3 mois que je surveille le marché immobilier et j'aimerais bien voir où est-ce qu'il y a des prix qui se cassent la gueule. À part Paris, Lyon et Bordeaux qui étaient surcotés, les prix restent stables. Les 5 ou 10% de baisse des prix de l'immobilier ne s'appliqueront pas, sauf pour quelques villes surcotées qui subissent une correction. » Effectivement, là où il y a des corrections pour l'instant, c'est là où il y a des bulles qui ont été beaucoup trop fortes. Et évidemment que sur des périodes très favorables, ces villes qui aspirent déjà beaucoup de monde vont en aspirer encore plus et donc du coup les prix vont encore plus monter. Donc les corrections se font d'abord à cet endroit-là et ensuite ça se diffuse entre guillemets un petit peu partout. Mais effectivement, en fonction du secteur, en fonction de la qualité de rénovation, en fonction de plein de facteurs, on a des décotes plus ou moins fortes et plus ou moins rapides. Mais où est-ce que les prix décrochent très violemment actuellement en France? Honnêtement, dans pas beaucoup de secteurs. Et aussi, la plupart des vendeurs n'ont pas encore compris que effectivement, pour les acheteurs, acheter à 1% et acheter à 4%, effectivement, on a une vraie perte de solvabilité. Et donc, du coup, c'est comme je disais dans d'autres vidéos, on a deux groupes de personnes qui ne se comprennent pas. On avait aussi un commentaire de Dinfo Unix qui nous dit « Je vois pas mal d'agences qui mettent en place un système d'enchères en ce moment. Sûrement pour appâter avec un prix attractif. » Eh bien, effectivement, c'est vraiment en train de se développer. Moi, j'avais commencé à le voir un petit peu en 2021 notamment. C'était les agences notariales qui mettaient un petit peu ça en place sur les biens qui avaient vraiment du mal à se vendre avec de la vente à la bougie. Et ce qui se passait, c'est qu'effectivement, on allait prendre un bien, on allait afficher un prix beaucoup plus bas et on allait mettre une date un peu plus tard. Effectivement, ça faisait un petit peu monter les prix des biens. Mais en général, sur ce type de vente, on arrive entre le prix affiché et le prix voulu. C'est assez rare qu'on arrive jusqu'au prix voulu. Mais par contre, on a vraiment des acquéreurs là par contre qui sont chauds, qui ont étudié le marché et surtout des acquéreurs qui sont solvables. Donc pour les gens qui sont vraiment bloqués, ça peut être une vraie solution. Effectivement, les agences commencent à mettre ça en place et je trouve que c'est franchement une bonne idée parce que si on a un système d'enchères, ça voudra vraiment dire qu'on a des personnes qui savent ce qu'elles achètent et qui savent ce qu'elles peuvent mettre. Donc je trouve qu'effectivement, cette vente aux enchères, c'est plutôt une bonne idée et je trouve que c'est vraiment pas mal que ça se démocratise. Je vais peut-être mettre ça en place moi aussi. On avait aussi une vidéo de Jean-Marc Chenu qui nous disait « Hello Renault, quand un bien ne se vend pas dans les 2-3 mois, cela signifie que le bien est trop cher. En 1982, j'ai acheté à l'époque ma maison principale en empruntant à 12% fixe sur 15 ans, tandis que d'autres achetaient avec des taux évolutifs à partir de 8%. Ces mêmes taux atteignaient parfois 20%, ce qui évidemment apportait des problèmes pour les emprunteurs qui se trouvaient à payer le rachat au bas mot le double. Puis plus tard, les banques invitaient à négocier les taux à la baisse jusqu'à moins 3 ou 4%. Ces phénomènes n'empêchaient pas les transactions, bien au contraire. Les croyances étaient être propriétaire et être riche et être en sécurité. Alors beaucoup se sont précipités sur les achats comme disait un président, quoi qu'il en coûte. Qu'en est-il aujourd'hui? Enterri
en théorie, acheter coûte moins cher qu'en 1982. Cependant, les transactions ralentissent et vont stagner dans certains territoires. Changement de paradigme, mais surtout peur du lendemain. À mon avis, là, à la fois le problème et la situation pour sortir de cette vision tunnel. Sur ce commentaire, honnêtement, j'ai pas grand chose à rajouter, quoi. Quand un bien ne se vend pas dans les 2 ou 3 mois, on suppose que 2 ou 3 mois, en général, c'est le temps normal pour vendre un bien. On va dire 3 mois, en général, c'est le temps de commercialisation normal. Donc ensuite, il y a encore 3 mois de compromis. Donc entre la mise en vente et la vente effective, en général, il y a 6 mois. Et ça, c'était une règle qui était vraie jusqu'en 2020. Et c'est vraiment que très récemment, où vu qu'on a eu un marché qui est devenu complètement fou, où on a commencé à avoir des vendeurs, si vous n'aviez pas vendu en 3 semaines, vous aviez mal fait votre travail. Or, la norme, c'était bel et bien effectivement d'avoir 2 ou 3 mois de vente. Lorsqu'on arrivait à peu près à 4-5 mois, on commençait à avoir des difficultés, on essayait de faire un petit peu évoluer le vendeur sur ses positions, notamment sur son prix, parce que ça voulait dire souvent qu'on était mal positionné. Mais en général, une vente un compromis qui n'est pas encore signé au bout de 2-3 mois, ça arrive assez régulièrement et jusqu'il y a encore 2-3 ans, c'était parfaitement normal. Il faut vraiment bien comprendre que le marché qu'on a connu mi-2020 jusqu'à mi-2022, c'était ça qui n'était pas normal. Des biens qui partaient comme ça, c'était ça qui n'était pas normal. Mais très souvent, un bien qui est au prix, il est au prix peu importe la situation, peu importe les taux, comme tu dis, effectivement, à 12%, des gens ils vont quand même devenir propriétaires, peu importe les taux, peu importe, un bien qui est au bon prix, il est au bon prix, il part. On a A. Haugenmüller qui nous dit il faut une petite baisse des prix d'immobilier de 50% pour retrouver un lien avec le salaire des travailleurs français. Et effectivement, alors 50%, je lui avais répondu, 50% de baisse sur un marché immobilier, c'est juste astronomique. Je vois vraiment pas le marché décrocher de 50%. Et imaginez que dans un petit secteur où les marchés sont déjà à 1000 € du mètre, imaginez que le marché décroche à 50%, on se retrouverait à 500 € du mètre carré en structurel. Ça voudrait dire que la pierre vaut vraiment plus rien. Donc je vois mal le marché global baisser de 50%. Ça, pour moi, ça me paraît absolument pas possible. Mais il peut y avoir des endroits où on a des biens qui décotent très très fortement. J'ai déjà vu des négociations à bien plus de 50%, je vous le garantis. Et enfin, et pour conclure, je vais vous parler d'une des personnes qui commente le plus sur ma chaîne, c'est Titutu. Honnêtement, il met des chiffres macroéconomiques assez régulièrement et c'est assez intéressant de voir ses commentaires. Il a vraiment une vision macroéconomique de la France et honnêtement, il a un avis qui est assez intéressant. D'ailleurs, j'envoie un petit message à Titutu. Si tu as envie d'ouvrir toi aussi ta chaîne YouTube pour nous donner un petit peu ton expertise, eh bien écoute, ce serait avec plaisir. Et pour répondre à un message que tu m'as envoyé, oui, je pense que je vais faire une vidéo après la loi de finances 2024 parce que je pense qu'il va y avoir du croquant à se mettre sous la dent. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Alors pour toutes les personnes qui veulent se déchaîner dans les commentaires, eh bien n'hésitez pas. Vous êtes sur Internet, vous êtes sur YouTube, éclatez-vous. Sachez qu'en ce qui me concerne, je ne dis que mon ressenti par rapport au marché. Je ne peux pas faire de projection sur le marché breton, d'Île-de-France ou du sud-est de la France parce que tout simplement, je ne connais pas ces marchés. Lorsque je parle de marché en général, je parle des secteurs que je connais, à savoir de la Franche-Comté en général. Donc, pour toutes les personnes qui m'expliquent que le marché n'a pas encore assez baissé, que je dis des choses fausses à droite ou à gauche parce qu'ils ont un contre-exemple, eh bien oui, je vous affirme que moi aussi sur mes propres secteurs, je peux vous trouver des contre-exemples à mes contre-exemples, mais que je vous donne juste un ressenti global par rapport à mon expérience. Parce que je fais des transactions toute l'année, parce que j'ai des biens en exploitation, donc je ne vous donne que ressenti. Et j'essaie vraiment d'être le plus objectif possible, de ne pas prendre parti pour les vendeurs, de ne pas prendre parti pour les acquéreurs. Le vrai travail d'un agent immobilier, normalement, c'est ça. À bon entendeur, ciao ciao ciao!